spectateurs et spectatrices, au nom de toute l'équipe du Vincennes, on vous remercie très chaleureusement d'être là ce soir et je vous demande d'accueillir Arnaud Desplechin. Bonsoir. Bonsoir. Je vais là. Voilà, je dis un très court mot. En fait, je suis assez émue parce que je n'ai jamais vécu une chose pareille que de recevoir un cinéaste que j'admire infiniment devant des spectateurs que j'aime pour montrer un film qui parle de nous et de ce qui se passe dans les salles de cinéma, de la raison pour laquelle on est ici ce soir et pour laquelle Arnaud Desplechin nous a rejoints. Voilà, et je trouve c'est tellement beau que je pense que je sais pas comment... Voilà. Alors, trêve de niaiserie, c'était ma minute niaise. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots avant. D'abord, je suis touché parce que je suis à côté de mon amie Laura. Je suis touché parce que je suis souvent venu au Vincennes et voilà. Et donc à chaque fois, c'est un rendez-vous important pour moi. Et pourtant, j'arrive avec un trac particulier parce que ici, chaque fois que je suis venu présenter des films, c'est des films qui avaient en commun d'être très romanesques. Pour quelques-uns d'entre vous qui ont pu voir de mes films, j'essaie de faire des films bâtis comme des romans. Et celui-là est différent. Alors du coup, je vais vous faire des mises en garde, vous voyez, pour que vous ne soyez pas effrayés par le film. Par exemple, j'ai commencé le scénario, il n'y avait pas de chronologie. Le film n'est pas tout à fait dans la chronologie. Le film est un mélange. C'est un mélange de documentaire, d'autobiographie, de fiction. Rassurez-vous, il y a quand même du roman. Voilà. Et donc, on a pensé au film avec Fanny Burdino, avec qui on écrivait. On se disait, on va construire comme la maison cinéma, une maison de cinéma. Pas la maison de cinéma, mais une maison de cinéma. Et il y a des pièces différentes. Alors, certaines pièces vous seront familières. Je pense à la pièce sur les amours, par exemple. D'autres pièces vous seront plus inconnues. D'autres pièces vont vous déranger ou vous surprendre, ou je ne sais pas. Mais rassurez-vous, pour que vous ne soyez pas perdus, à chaque fois, l'héroïne ou le héros de chaque chapitre se présente à vous. Et vous pouvez rentrer dans la pièce, ils vous font visiter la salle à manger, le bureau, le grenier, le salon, la chambre d'amis. Et du coup, voilà, et le film se conclura et on sera là pour en parler avec vous. C'est tout ce que j'avais à dire avant. Merci Arnaud. Merci à vous. On démarre alors. Waouh, alors. Et aussi, ouais. Je pensais, parce que je ne sais pas, c'est ça qui est merveilleux dans le cinéma, c'est qu'au théâtre, on connaît les gens et au cinéma, on ne sait pas qui le voit parce que les films circulent de salle en salle, etc. On ne sait pas. Mais certains, c'est ce que disait Laura, il y a des films merveilleux. Je pense aux 2 films de Scorsese, l'un sur le cinéma italien, l'autre sur le cinéma américain. Je pense au film de Tavernier sur le cinéma français, qui est un film tout à fait merveilleux. Je pense aux histoires du cinéma de Godard, etc. Et souvent, les films sur le cinéma, c'est des films sur les grands maîtres, les grands auteurs, les grands artistes. Et nous, qu'est-ce qu'on a de ça ? Et ce film-là, j'espère que c'est un film sur ce que c'est la projection cinématographique, mais c'est un film sur vous. C'est pas un film sur moi. Je me suis servi de moi, c'est moi parce que je fais partie de vous. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. Voilà. Merci. Je suis désolé parce que avec le nombre d'extraits de films qu'il y a dedans, plus de 55, Laura m'a dit, c'est la tradition ici de ne pas interrompre le générique. Alors je l'ai supplié, vous voyez, en attendant pendant la projection, elle dit on va raccourcir le générique, on va raccourcir le générique. Elle m'a dit, ah ben non, c'est la tradition Vincennes. Voilà. Et en plus, c'est bien parce que vous avez eu Tom Waits jusqu'au bout et vous pouvez reprendre votre souffle pour qu'on puisse commencer cette conversation avec un mot, ceux qui viennent au Ciné-Club le savent, très cavellien, puisqu'il y a un chapitre de votre film qui s'appelle Pour Cavell. Je vais vous raconter l'origine du film, c'est-à-dire Laura cite un philosophe américain obscur qui s'appelle Stanley Cavell et qui est très difficile à lire et que j'ai lu beaucoup et je suis devenu avec les années,
C'est-à-dire, j'ai rencontré un producteur, Charles Gilibert, qui m'a dit: est-ce que vous voulez faire un documentaire sur les salles de cinéma et Stanley Cavell? Il m'a dit ça un vendredi. Ma réponse le vendredi soir, c'était non, les documentaires, je ne sais pas faire. Et je savais pas le faire. Et du coup, pendant le week-end, j'ai noté des idées, des bribes de fiction, de souvenirs, de choses comme ça, d'extraits de films que je voudrais montrer et tout ça. Et je dis, voilà, si c'est un film, si c'est un mélange de genres de films, ça, je sais peut-être le faire un peu. Mais si c'est un documentaire, ça, je ne saurais pas le faire. Et puis Stanley Cavell, ça m'a impressionné parce que, comme je vous disais, c'est un auteur plutôt confidentiel et que j'ai connu, qui a beaucoup fait de la philosophie avec le cinéma. Et j'avais peur de casser les pieds des gens avec ce type qui est quand même très, très calé. Et moi, je l'avais connu parce que, comme j'adorais ses livres, il avait écrit un livre sur la comédie de remariage. Et alors, du coup, chaque fois qu'il faisait des conférences en France, il y avait un type qui, bêtement, faisait comme une rockstar, comme si c'était Bob Dylan, et qui arrivait en disant: vous pourriez signer un livre pour ma copine. Et lui, il avait très peur de moi. Et à la 5e conférence, il dit: mais vous êtes qui? Et du coup, après, on s'est rencontrés, on est devenus amis. Et donc, Cavell avait cette idée, il disait une chose merveilleuse, il disait: le cinéma compte. Alors, en anglais, il disait films matter, les films comptent, dans ce sens que nous tous, nous avons une opinion sur les films. Les films appartiennent à la discussion, à la conversation. C'est-à-dire que si vous allez voir une exposition de peinture, vous ne sortez pas en disant: franchement, dans la 3e salle, il y a un tableau, le coin gauche est mal fait. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir Jackson Pollock, vous ne dites pas: dans le coin gauche, franchement, il aurait dû le reprendre, quoi. Et quand vous sortez d'un film, vous avez tous, chacun, pas tous, mais chacun un avis, vous dites: non, la fille s'en sort pas du tout dans son rôle. La conclusion est complètement absurde. Le début est bien, mais tous, on a un avis. Alors que dans les autres formes de spectacle, on est un peu intimidé. Et les films, on n'est pas intimidé, on peut en parler. Et du coup, c'est pour ça que Laura vous demandait si vous avez des choses à faire remarquer ou des questions dans la salle. Et j'aimais bien cette position très démocratique de Cavell par rapport au film. Vous parlez de cette position démocratique. Il y a aussi une scène dans le film qui est une scène où vous revenez sur... où le personnage de Paul Dédalus, qui a 22 ans, assiste à un cours. Alors ça, moi je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est assez passionnant, justement, puisque vous parliez de la position démocratique du spectateur dans la salle de cinéma. Ce cours de Pascal Canet, joué par Michel Escaut, c'est quand même aussi quelque chose d'assez stupéfiant. Et je trouve que la manière... Alors peut-être que vous allez revenir dessus, et puis après, ce qu'il y a de bien, c'est que le film, comme vous l'avez dit au départ, il n'est pas chronologique, même s'il démarre par cette première image du jeune garçon qui sort de chez lui avec son appareil photo, hein, puisque si je me souviens bien, la première image, c'est la porte. Mais on va faire pas chronologique non plus, puis après, j'espère que la salle va revenir. Alors, vous savez que je pose toujours des questions trop longues. De visionneuse, oui, pardon, c'est pas une appareil photo. La visionneuse, merci. Je voulais que vous reveniez sur cette scène aussi, alors qui, moi, m'a beaucoup impressionnée. La scène de Michel Escaut. Ouais. Franchement, j'ai mis la scène parce que j'adore Michel Escaut. Et c'est un acteur merveilleux qui jouait dans le film sur Nanterre de Valéria Bonite-Tedeschi, qui était Les Amandiers. Et c'était lui qui était éblouissant. C'est un immense acteur de théâtre. Et avec les années, il est devenu un immense acteur de cinéma. Et je trouvais qu'il y a une certaine mélancolie du professeur. J'adorais le filmer. Je vous disais, chaque personnage vous invite quand il fume en crânant devant Censier comme ça. Et je trouvais qu'il avait une grâce que je trouvais merveilleuse. Et c'est que souvent, je regarde vos visages, on dit qu'au cinéma, ce qui est super au cinéma par rapport à la télé, c'est qu'on est ensemble. Et c'est une idée qui m'a toujours un tout petit peu chagriné, parce qu'il me semble qu'au théâtre, on est ensemble. Et quand moi, je vais au cinéma, ce que j'aime bien, c'est que l'obscurité me permet qu'on respecte ma solitude. Et alors que j'ai souvent au théâtre, et j'adore faire partie d'une salle de théâtre, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de secret ou de solitude de la spectatrice ou du spectateur de cinéma. Et c'est ça que j'aimais bien montrer dans ces 3 schémas. Et puis je trouve Micha tellement divertissant, tellement drôle, tellement mélancolique en même temps que voilà, j'étais enchanté. Ça me permettait de faire aussi l'éloge de la télévision.
parce que c'était une chose que j'avais dit au producteur. J'avais dit, ben voilà, on fera un film sur la projection cinématographique, mais aussi pour moi qui suis enfant de province, c'était compliqué d'aller au cinéma. Et la télévision, il y a beaucoup de films que j'ai découverts grâce à la télévision et que je continue à découvrir grâce à la télévision. Et donc ça introduisait, puisqu'il parle des 3 systèmes, le théâtre, le cinéma et la télé, et ça me permettait d'introduire la scène où le petit garçon regarde le film d'Hitchcock, La maison du docteur Edwards. Film qui, je dois dire, a quand même... Moi, c'est un des films les plus impressionnants que j'ai vu quand j'étais gosse, que j'ai aussi découvert à la télé. Et je pense que c'est un des films, je ne sais pas vous, qui n'a jamais vu La maison du docteur Edwards, Spellbound? Levez la main qu'on puisse le remontrer au ciné-club. Ok. Vous avez vachement de chance, le film est super. Ouais, c'est un film de dingue. C'est vrai ou non? Mais honnêtement, même adulte, le découvrir, c'est très impressionnant. Et alors, enfance, c'est... Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, alors, elle me fait... C'est étrange, il y a des réminiscences, c'est normal, hein, mais elle me fait étrangement penser au début... il me semble que c'est le début de Comment je me suis disputée, après le petit prologue de Paul Dédalus, qui est, comment dire, en train d'être emmuré dans son bureau à la fac et qui termine ce prologue par « Et c'est maintenant que les problèmes commencent ». Et il me semble qu'il y a la musique du générique, les tableaux, et que la première phrase après, où on voit dans la maison de Comment je me suis disputée, de l'enfance du personnage principal, Paul Dédalus, qu'on retrouve ici, et il y a les gosses qui jouent dans le couloir, et cette fameuse phrase « Comme nous avions été à Bruges le dimanche précédent avec nos parents, nous jouions à Venise », ou c'est l'inverse, nous jouions à Venise parce que... Mais ça, Laura, ça c'est un vieux film que j'ai fait. Oui, ils l'ont pas mais vu. Ils l'ont pas vu. Qui n'a... Bah, attends, on va leur remontrer. On va pas leur demander parce que j'en serais bien trop embarrassé. Vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez tous lever la main en disant on n'a vu aucun film de lui. Alors moi, je vais être tout gêné, je vais rougir et Laura va être toute contente, mais moi pas. Mais c'est vrai que j'aime bien ouvrir des fois, j'avais ouvert ce film avec Paul Dédalus. Mais je vais vous parler un peu de Paul Dédalus parce que voilà. les gens, je l'ai visité 2 fois, ce personnage. J'ai visité une fois dans un vieux film que j'ai fait qui s'appelait Comment je me suis disputé, ma vie sexuelle, et que j'ai retrouvé dans 3 souvenirs de ma jeunesse avec Quentin Dolmer. La première fois, c'était Mathieu Amalric, la deuxième fois, c'était Quentin Dolmer. Et du coup, quand les actrices et les acteurs me disaient « Mais alors, pourquoi tu reprends Paul Dédalus ?» C'est que Paul Dédalus, je me souviens, quand la première fois que j'ai filmé, tout le monde me disait, les castings, vous voyez, ils vous demandent, ils disent « Mais qui est ton personnage ?» J'en sais rien, moi je ne sais pas du tout qui est mon personnage. Mais qui est Paul Dédalus? Je ne sais pas qui est Paul Dédalus. Et j'ai rencontré Mathieu Amalric, et qui avait une façon très singulière de se laisser affecter par les actrices et les acteurs avec qui il jouait. Comme ça, il n'était jamais pareil suivant ses interlocuteurs. Et à ce moment-là, j'ai compris qui était Paul Dédalus. C'est que c'est un type qui dit « Mon cousin est super drôle. Mon ami Nathan, un génie. Ma copine Esther, un canon. Sylvia, une fille comme ça. » C'est un type qui adore admirer. Et du coup, j'ai pensé que pour spectateur, c'était bien d'avoir quelqu'un qui sait admirer, qui ferait le véhicule à travers toutes ces incarnations différentes. Quand c'est un petit garçon qui va pour la première fois au cinéma, puis quand c'est Emilio Machado Graner qui présente son ciné-club, puis quand c'est une jeune fille, un philosophe, Olga Milstein, qui se dit « Mais est-ce que je rêve ou est-ce que je suis réveillé ?» qui hésite un peu comme ça. Et puis après, c'est Sam Chemoul qui fait le joli cœur au cinéma. Et puis après, c'est Salif Cissé. Et puis après, qui tend la main, Mathieu Amalric lui tend la main pour lui dire bah, « Toi aussi, tu as un Paul Dédalus ». Et du coup, comme je commençais à être jaloux de tous ces acteurs, je me suis permis d'apparaître dans le dernier plan pour dire bah, moi aussi, je suis un peu le Paul Dédalus à la fin, quoi. Donc voilà, du coup, ça faisait une galerie de Paul Dédalus à différents âges. Moi, j'incarnais le plus vieux. Oui, d'abord, merci beaucoup pour ce voyage merveilleux à travers vraiment le cinéma et le temps. Moi, j'avais une question pour vous. À un moment donné, est-ce que vous avez été obligé de vous faire violence pour ne pas soit faire durer davantage le film? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez rejeté? Vous avez dû faire certainement un travail d'abord de mentor en quelque sorte, de montage,
avant l'écriture et avant la réalisation, est-ce que vous aurez souhaité, est-ce que vous regrettez des scènes que vous n'avez pas ajoutées au film? Il y a plusieurs tombeaux, comme on dit en musique, dans le film, pour des gens que j'ai connus, que j'ai aimés et qui ne sont plus. Et il y avait un chapitre du film que j'ai tourné, que j'ai monté et que j'ai désiré ne pas mettre dans le film. C'était un éloge de Jean Douché, qui était un grand critique de cinéma. Plus qu'un grand critique, c'est un grand montreur de films. Ses textes étaient bien et sa parole était plus que bien. Et donc il a montré des films à travers toute la France, à Paris, partout, etc. C'est un ancien des cahiers du cinéma et voilà, c'est un homme que j'ai aimé infiniment. Et donc je voulais faire l'éloge de tous ces gens qui nous parlent des films. Et puis j'ai pas, au dernier moment, je me suis dit, j'ai fait plein de montages. Vous voyez, comme c'était pas chronologique, les scènes, je les mettais dans des ordres différents, etc. Et j'aimais pas montrer un spectateur qui est plus calé que les autres. Vous voyez, parce que par exemple, à un moment, je pose des questions très simples à des spectateurs anonymes qui sont sur ce fond blanc, l'espèce de Matrix qu'on voit. Et je demande à une petite fille, je lui dis, quel film tu as vu 2 fois? Elle me dit Choum. Je dis quoi? Elle me dit Choum. Elle est beaucoup plus calée que moi. Elle est plus calée que Jean Douché. Elle a vu 2 fois Choum. Nous, non. Voilà. C'est ce que je dis, c'est que tous les spectateurs ont à égalité. Il n'y a pas un avis qui vaut mieux que l'autre, etc. C'est la fameuse phrase de Truffaut, tout le monde a 2 métiers, le sien est critique de cinéma. Et c'est ça qui est merveilleux, vous voyez. Donc du coup, ce chapitre sur Douché, je l'ai montré des fois séparé du film, dans des villes où Douché avait été, mais je n'ai pas désiré qu'il fasse partie du film pour ne pas faire de hiérarchie. C'est l'idée de la hiérarchie, l'abolition des hiérarchies, c'est ce que j'adore au cinéma. Ouais. Non, mais c'est faire l'éloge de, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils lisent plus les critiques, et je trouve ça très bien, parce qu'ils font leurs propres critiques par Internet et tout ça. Et moi, le film qui m'a marqué, c'est pas Fantomas, qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est un autre film que j'ai eu plus tard, pas longtemps après, c'est Le Livre de la Jungle. Et j'étais vraiment jeune, et j'avais vu qu'il y avait un article dans le Nouvel Obs de Jean-Louis Bory, qui disait que Le Livre de la Jungle, c'était un afro-film raciste, fait par un type d'extrême droite, et qu'il y avait une chanson dedans où le roi des singes chante « Je voudrais être un homme ». La chanson a été chantée par Louise Prima. Et en fait, c'est un Africain-Américain qui chante « Je voudrais être un blanc ». Ça, c'était la lecture de Jean-Louis Bory. Moi, j'étais incapable de lire l'article, hein, je n'avais pas l'âge. Donc c'est ma mère qui l'avait lu. Donc j'ai demandé, je lui ai dit, il parle de... Moi j'ai vu la bande-annonce, j'ai super envie de voir le film, quoi. Et donc je lui dis, elle me raconte l'article. Et j'ai dit, alors nous, comme une famille de gauche, je n'aurais pas le droit de voir le film. Bon, normal. Et elle me dit, si, tu pourras le voir quand même. Et du coup, j'ai été voir le film que j'ai beaucoup apprécié. La scène m'a laissé perplexe. Elle m'a intéressé. J'ai adoré Mowgli. C'est un film, c'est pas le meilleur Walt Disney, mais c'est un Walt Disney que j'aime beaucoup. Je préfère Merlin aujourd'hui. Et Dumbo. Et ça m'a frappé qu'un film, vous voyez, quel âge j'avais? J'avais 7-8 ans. Et je me disais, c'est dingue, hein, parce que dans un film, les images, ça veut dire quelque chose, et les adultes, ils en parlent avec passion. Et j'ai cette passion des adultes de parler d'un objet enfantin. Je me suis dit, putain, ça, c'est le truc que je veux faire. C'est le seul moment où les adultes, ils s'intéressent à mes jouets. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, et c'est pour ça que je pensais à Jean-Louis Bory ou à Jean Douché ou à tous ces gens qui discutent des films avec une telle passion et qui sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection. Le film, c'est aussi, comment dirais-je, un parcours comme ça, ou une conversation, une construction de film en film. Donc ça veut dire qu'il a fallu que viennent les images des autres films, les choisir. Alors, il y a aussi une question très prosaïque, parce que le cinéma, c'est quand même aussi quelque chose de très prosaïque, les droits. Mais du coup, ce cheminement-là, comment est-ce que vous l'avez travaillé, en fait ? Alors, dans le scénario, il y avait tous les extraits de films que vous avez vus, il y a des petites photos, comme ça, etc. Et puis, j'avais prévenu le producteur, je lui avais dit, je veux leur montrer une cascade de films, et sans hiérarchie de cinéma. Des films
nobles, des films populaires, des films de divertissement, des films inconnus où je suis super fier parce que je suis sûr que vous l'avez jamais vu celui-là. Déjà La Fleur Maigre, combien l'ont vu dans la salle? Personne. Moi je le connais, du coup j'adorais. Et qui a vu Minority Report? Plein de gens. Et vous voyez, j'aimais bien mélanger les différents genres de films. Et donc j'ai dit au producteur, ça va coûter une blinde. Il m'a dit, Arnaud, c'est mon travail, laissez-moi faire. Et donc on a commencé les négociations de droit. On pensait que ça nous prendrait 6 mois. Ça nous a pris 1 an et demi. Et je vais vous raconter une petite anecdote comme ça, parce que chaque film a présenté des problèmes différents. Par exemple, je voyais pendant le générique les remerciements à Mylène Bresson, parce qu'on n'a pas le droit de montrer d'extraits de Mylène Bresson, des films de Robert Bresson, parce que Mylène dit, mon mari étant le plus grand cinéaste, on ne peut pas montrer un extrait, il faut montrer le film en entier. Et finalement, elle m'a donné le droit d'utiliser un bout de mouchette, et j'en étais très touché. Et donc, il y avait Minority Report, qui est un de mes Spielberg préférés, puis j'aimais bien, pour des raisons obscures, des rimes par rapport à Truffaut, qui fait penser à Fahrenheit 451, enfin bref, des histoires à moi. Et voilà. Et le producteur, un jour, arrive dans la salle de montage, il dit, bon, ça y est, on a négocié avec la major américaine, comme nous, on est des Français hyper pauvres et tout ça, ils nous le font pour un bon prix. Voilà. Donc, Minority Report, c'est bon, mais il faut l'autorisation de Spielberg. Ah. Alors, comme j'avais l'adresse de Spielberg, parce que je connaissais Lanzmann, qui connaissait Spielberg, du coup, je retrouve... Avec qui s'était réconcilié? Avec qui s'était réconcilié. Donc, je retrouve l'adresse de Spielberg, je lui écris une lettre comme ça. Et voilà. Et le producteur arrive très content. 1 mois après, il me dit, on a la réponse de Spielberg, c'est d'accord. Il dit, mais il y a un problème, c'est que maintenant, il faut l'autorisation de Tom Cruise. Alors là, Tom Cruise, j'ai pas d'adresse. Là, je sais pas faire. Je suis pas scientologue, je sais pas faire. Voilà, c'est sans moi. Donc du coup, on a demandé à l'agent de Tom Cruise. Donc on a réattendu 3 mois. Et puis l'agent de Tom Cruise a dit, bon oui, c'est bien, très bien, un film sur le cinéma, par un Français, ça va, etc. Donc le producteur arrive, m'apprend la bonne nouvelle, et je lui dis, mais, tu fais, à ce moment, on commençait à se tutoyer, je lui dis, mais tu as quand même grise mine. Il dit, oui, parce qu'on a un petit dossier, c'est que maintenant il faut l'autorisation du cascadeur de Tom Cruise. Et là, ça a pris 6 mois pour le cascadeur de Tom Cruise. Et chacun des films a été comme ça une épreuve pour réussir à contacter les gens, etc. Merci. Merci beaucoup pour le film que vous avez diffusé, qui est vraiment très intéressant. Donc je rebondis sur ce que vous étiez... Le micro plus près. Madame me disait un mot gentil. Merci beaucoup pour le film. Je rebondis sur ce que vous disiez, puisque ça a été si long pour obtenir des autorisations, finalement. Combien de temps vous avez mis pour faire tout le film? Pour faire le film, ça a été assez vite. Pour l'écriture, ça a été assez vite parce que c'est des idées qui me trottaient dans la tête depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc j'ai réuni comme une espèce de patchwork des trucs que j'avais envie de partager avec vous, qui sont des idées qui me trottent dans la tête comme ça. Et vous voyez par exemple ce truc que dit le prof, la solitude du spectateur de cinéma par rapport au théâtre, des petites choses comme ça que j'avais envie de partager. Donc ça a été vite. Le tournage était assez rapide parce que j'avais un directeur de la photographie merveilleux, les acteurs étaient épatants. Et puis il n'y avait pas tant de tournage que ça parce qu'il y a beaucoup d'extraits de films. Et par contre, le montage a été très long. Donc le processus en entier aura duré, surtout la question des droits, quoi, qui aura pris du temps, qui aura pris 1 an et demi, quoi. Et vous me demandiez, j'avais la question en disant est-ce qu'il y a des choses que je regrette de ne pas avoir mis. Il y a un extrait que on a bataillé jusqu'au dernier moment pour l'avoir et on ne l'a pas eu. C'est Les Nuits de Cabiria de Fellini, qui est un cinéaste qui a compté énormément pour moi. C'est la scène où Giulietta Massina, elle sort de l'eau quand elle s'est noyée, etc. Puis des ouvriers la réveillent et elle vomit de l'eau comme ça. Une scène merveilleuse et que je voulais mettre. Mais le problème qu'on avait avec les films italiens, c'est que, vous voyez, avec les films américains, si vous négociez, je sais pas moi, Terminator 2, par exemple, bon, voilà, ils vous donnent un prix, vous le payez, c'est bon. Et le problème avec les Italiens, c'est quand vous dites qui a les droits du film de Fellini, à ce moment-là, il y a 9 personnes qui disent c'est moi. Je suis le producteur de Fellini. Bon. Donc vous devez payer 9 fois. Donc du coup, la somme, c'est beaucoup plus qu'un film américain, quoi. Donc avec les films italiens, c'était un peu difficile. Est-ce que dans vos regrets, vous avez une pensée pour Jean Rouch? Ça a été, dès l'écriture, c'était ça. Je me suis dit, si je mets mes films à moi, mes films fétiches à moi, c'est pas le film que je désire faire. C'est-à-dire que je ne désirais pas, comme je l'ai dit maladroitement avant, faire un film de réalisateur, mais faire un film de spectateur.
Donc j'ai cherché des films que nous avons en partage. C'est des images qu'on a. Elles traînent, elles sont là, etc. Les jeunes, ils voient ça par Internet tout le temps, sur les cell phones et tout ça. Je regarde mon fils, il regarde des bouts de films, des bouts de trucs et tout ça. C'est des bouts d'images qu'on partage. Alors par exemple, je sais pas, je vais citer, il y a... Comment est-ce que je pourrais faire mon travail s'il n'y avait pas de film, si j'avais pas vu les films de Jean Renoir ou de Tarkovsky? Impossible. Et pourtant, il n'y a pas d'extrait de Tarkovsky ni de Jean Renoir, vous voyez, qui est peut-être le plus grand Il y a cinéaste un français. plan. Il n'y a Lequel? pas un plan du fleuve après le plan Ah si, de- il y a un après le Renoir. plan J'ai de même dit il y a Fritz que des Lang. Renoirs, mais j'ai raté Pardon. Tarkovsky. Oui, effectivement, il y a le fleuve, en copie restaurée par Scorsese. Et mais donc, si vous voulez, je pense par exemple, donc du coup, j'ai préféré mélanger des films. Il y a un film dont je suis très fier, qui est un extrait très court. Il y en a pas assez, puisque ça. Et par exemple, il y a un seul film japonais, c'est Ran de Kurosawa, alors que il y a 4 films chinois. Alors que je suis plutôt plus calé en cinéma japonais qu'en cinéma chinois. Mais c'est l'association des idées, des images poétiques qui me venaient. Par exemple, à un moment, on dit, on parle de l'eau au cinéma. Voilà. L'eau, voilà. Alors à peindre, c'est quand même compliqué. Enfin, il y a des très grands peintres qui le font, etc. Mais enfin, le cinéma, il capture le mouvement de l'eau. Alors je me disais, c'est quoi l'image? Et puis j'ai pensé à une image comme ça, idiote, qui me venait de mon adolescence. C'est Jessica Lange qui est dans la main de King Kong et qui plonge dans l'eau, comme ça. Et vous voyez, est-ce que je suis fan du film de Guillermin comparé à Jean Rouch? Ben non, non. Guillermin, c'est pas ma tasse de thé. Mais en même temps, cette image, je trouvais que par exemple André Breton aurait pu l'adorer. Je trouve ça tellement poétique, tellement magique, quoi, comme ça. Et du coup, c'est une image que je pouvais partager avec d'autres plutôt que de faire des citations de mes propres coups de cœur. Du coup, je voudrais rebondir là-dessus. Vous parliez des associations poétiques et des rimes. Et pour revenir sur le plan du fleuve de Renoir, si je me souviens bien, c'est juste après donc, Le tombeau hindou de Fritz Lang. le tombeau hindou de Fritz Lang, sur lequel, me semble-t-il, on entend réciter quelques vers du voyage de Baudelaire, hein, des icônes à trompe. Oui. Comment est-ce que quelque chose des textes poétiques, de la poésie, presque en contrebande, vient nourrir le cinéma? Ben ça vient de 2 trucs. Ça vient d'un truc, c'est pendant qu'on était en train d'écrire, vous savez, Godard a choisi, on a appris comme ça, c'est avec les téléphones, on a appris que Godard avait choisi de mourir. Et du coup, il y a des citations, c'est pas des citations, c'est pas pour les gens calés, c'est comme ça. Il venait de mourir. J'étais pas forcément un godardien, j'ai eu un rapport très conflictuel et extrêmement admiratif avec Godin. Mais du coup, il y a des bouts. Vous voyez, par exemple, la scène au café, c'est Vivre sa vie de Godard et tout ça. La chanson de Tom Waits à la fin que j'adore, c'est une chanson qui est dans un film de lui, Prénom de Carmen, où il avait demandé à Coppola s'il pouvait demander à Tom Waits d'avoir les droits d'une chanson. Donc il y a des tas de trucs comme ça. Le voyage de Baudelaire, c'est dans JLG, où il y a un bout du voyage et qui est également dans La vie des morts. Ouais. Et voilà. Mais en fait, si ça m'intéressait de mettre ce bout de Baudelaire, c'est parce que je le dis dans le film déjà, mais alors du coup je vais avoir peur de me répéter devant vous et d'avoir l'air d'une andouille, mais c'est très bien que je sois une andouille. Et oui, c'est que Baudelaire, il va voir des peintures, il dit que la photo c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, etc. Et il écrit surtout des poèmes sur l'ennui. Et ça m'a vraiment frappé. Que la naissance de l'homme ou de la femme moderne, tout d'un coup on s'ennuie. On trouve que le monde est ennuyeux. Et je réfléchissais à des souvenirs de classe de 4e ou de 3e, des trucs genre Du Bellay, Ronsard et tout ça. Il n'y a pas de poème sur l'ennui. Il s'ennuyait jamais. Il s'ennuyait pas du tout. Mais il parle d'autres trucs, quoi. Mais l'ennui, ça ne leur vient pas à l'esprit, quoi. Et du coup, j'en suis venu à penser que dans le moment moderne, qui est super bien écrit par Baudelaire, on s'ennuie. Mais c'est une illusion de penser que le monde est ennuyeux. Et heureusement, l'âge moderne a inventé cette formidable machine, là, un truc comme ça, une caméra, et ça enregistre le monde, ça le projette, et on se souvient que le monde est passionnant. On se dit, ah ben non, en fait, c'est passionnant, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait ce truc sur Baudelaire, c'est qu'il croit que le monde est ennuyeux, mais il n'a pas connu le cinéma. Et le cinéma, il nous fait nous souvenir que le monde est trépidant et incroyablement varié. Mais on est obligé d'avoir cette machine pour s'en souvenir.
Et c'est pour ça que je me suis permis cette citation de Butler. C'était un peu long, ma réponse. Oui, je voulais savoir si, dès le départ, avec tous ces extraits que vous avez montrés qui vous sont chers, vous avez l'intention d'aboutir au Shoah, le film Shoah qui est beaucoup plus long que les autres séquences que vous avez montrées. Et une petite question en plus, quel était votre budget? Pas un homme de chiffres, c'est pas une pause. Je ne sais jamais les budgets de mes films. Croyez-moi, il était modeste. Et je savais dès le départ qu'il y aurait la partie centrale, le cœur du film, serait autour de Shoah de Lanzmann. Peut-être parce que c'est l'expérience la plus singulière où j'ai été vissé à mon fauteuil d'une façon... J'ai fini de devenir spectateur en voyant Shoah. C'est-à-dire, là, j'étais mûr, quoi, parce que l'expérience était radicale. Je n'aimerais pas laisser... c'est ma génération aussi. Ça arrivait à ma génération, à l'âge que j'avais quand j'ai vu le film, etc. Je pense qu'il y a des tas d'autres expériences cinématographiques qui font que tout d'un coup, vous devenez témoin de quelque chose où vous êtes... Le fauteuil de cinéma que vous occupez, il devient précieux. Vous voyez, je pourrais prendre Le Fils de Saul, par exemple, pour une autre génération, mais je vais prendre un film récent. Vous voyez, qui est un film qui m'a marqué et que j'ai vu en retard. Voilà. Et j'ai vu en retard justement parce que j'étais un mauvais spectateur. C'est l'histoire de Suleiman. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu dans la salle. C'est un film. Et vous voyez, quand j'ai vu l'histoire de Suleiman, après j'ai dit autour de moi, mais vous avez vu le film, etc. Puis il y a des gens qui n'avaient pas vu qui disaient oui, non, mais c'est les histoires de migrants, je sais, je connais. Et moi j'avais vu le film et c'était pareil que Shoah. Je dis non mais vous, en fait vous connaissez pas. Allez voir le film parce qu'il y a des trucs que vous connaissez pas. Et c'est pas des questions d'opinion. Vous voyez, de voter ceci ou cela, de penser ceci ou ça. C'est pas ça du tout qui se passe avec l'histoire de Suleiman. C'est que tout d'un coup, moi, j'étais dans la salle et je pensais à des petits bouts de films que j'avais vus, films au Vietnam et au tournant du siècle par les frères Lumière. On voyait une fille, une Vietnamienne qui faisait du vélo. Et j'imaginais les opérateurs Lumière fascinés par la beauté d'un vélo. Vous voyez, un vélo, ça ressemble au moteur d'une caméra, comme ça, l'engrenage et tout ça. Et trouver que c'était cinégénique, quoi. Alors le premier plan de l'histoire de Suleiman, on le suit, on est dos à lui comme ça, et le mec, Suleiman, fait super bien du vélo, et on le suit comme ça, et puis on voit Paris comme ça, qui est un peu sombre, le soir tombe et tout ça, puis on voit les paysages, on voit la ville moderne et tout ça, puis après il y a un plan de face, et puis le film il avance encore un peu, et voilà qu'il faut qu'il récupère l'argent pour aller faire son entretien, et puis qu'il faut qu'il puisse manger. Et il faut surtout qu'il puisse rattraper le bus pour qu'il ait un gîte. Et le film, il continuait. Et peu à peu, c'est plus mon opinion sur Suleiman. C'est que c'était projeté et que Suleiman était plus grand que moi. Et moi, j'étais lui. J'étais pas que lui. Je suis aussi la jeune femme qui fait l'entretien avec lui à la fin du film, etc. Et du coup, c'est incroyable parce que c'est une possibilité de moi qui m'arrivera pas puisque j'ai une vie beaucoup plus protégée que les migrants. J'ai pas d'opinion sur les migrants, c'est pas la question. C'est que tout d'un coup, je pouvais expérimenter une possibilité de moi, qu'est-ce qui arriverait ou qu'est-ce qui arrivera le jour où je serai un migrant, ou si j'avais été migrant, et je l'ai vécu dans la salle. Et du coup, je suis sorti et je voulais témoigner de ça à des gens, de dire, allez voir le film parce que juste vous aurez vu, pendant 1h30, vous aurez vécu une vie qui n'est pas la vôtre, qui est radicalement différente de la vôtre, et qui en fait est profondément comme la vôtre. Voilà. Et ça, c'est pour dire que peut-être, je pense à la génération de mon fils, par exemple. Moi, c'était Shoah. Lui, sera peut-être l'histoire de Suleiman ou un autre film, allez savoir. Et voilà, c'était pour faire l'éloge de ce film que j'ai beaucoup aimé cette année. Vous en avez tellement parlé qu'il y a eu ces papiers à la fin. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, je pense à quelque chose qui est au début du film. Et je me souviens aussi que quand vous étiez venu présenter Roubaix une lumière, vous aviez parlé de ce qu'était le mystère d'un visage au cinéma en gros plan. Qu'est-ce que ça avait été l'invention du gros plan? C'est-à-dire, là il y a la phrase de Godard, voilà, le visage et puis la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde, mais il y a aussi, dans le début du film, il me semble que c'est Bergman puis
The Deer Hunter, des visages comme des paysages et des paysages comme des visages. Il y a quelque chose sur la question de, surtout au début du film, alors effectivement c'est une visionneuse, mais ensuite il y a le plan où on est face à Liv Ullmann dans Persona et son appareil photo, etc. Il y a aussi la question du visage. Alors je l'entends un petit peu à travers ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que c'est donc que de voir sur un écran plus grand que nous un visage qui nous est étranger et pourtant si singulièrement familier puisque nous le voyons dans la salle? La question est vertigineuse. Non, mais c'est impressionnant. Et le cinéma peut filmer le vertige, hein. C'est Harold Lloyd, vous l'avez dit dans le film. Non, mais c'est quand vous voyez des gens plus grands que vous, vous vous souvenez que vous êtes plus grand que ce que la société vous dit, quoi. Et c'est l'histoire de Suleiman, vous êtes beaucoup plus grand que ça. Il suffit d'aller dans une salle de cinéma, vous voyez en grand. Voilà. Et quand vous, alors, la télé, c'est super, vous voyez un peu plus petit. Et tout d'un coup, les choses sont plus grandes que vous. Et c'est ça qui me frappait. On avait eu l'occasion d'en parler ici une fois quand on montrait Rouper une lumière. C'est vrai que moi, j'ai cette croyance, qui n'est pas exposée dans le film, parce que c'est une croyance de réalisateur plus que de spectateur. C'est que quand je vois le visage de quelqu'un, j'ai la preuve photographique que derrière chaque être humain, il y a une âme. Je ne suis pas religieux, donc je ne sais pas ce que ça veut dire une âme, mais je crois que le cinéma est la preuve que vous voyez quelqu'un, vous pouvez l'aimer, le détester, mais il a un truc qui est irréductible et qui a une profondeur qu'il ignore peut-être. Et c'est ça que j'ai l'impression, moi, quand je vais voir des films, que je vois. Mais comme vous utilisez le mot visage, ça me ramène à une autre des pièces de cette maison. Votre question m'y invite, alors je suis embêté parce que j'ai peur d'être assommant, vous voyez, mais il y avait un mot comme ça, c'est la visagéité qui était utilisé par Emmanuel Levinas, le fait qu'autrui m'apparaît par son visage. Et c'est vrai que pour moi, c'était une question... j'étais pas philosophe du tout, mais je regardais des Indiens quand j'étais petit, parce qu'il y a beaucoup de westerns à la télé, je voyais des Indiens, et moi je voulais être Indien, je voulais pas être cow-boy. Et j'avais des soldats, je me souviens, une fois j'avais raconté une histoire merveilleuse dans l'escalier chez mes parents avec une princesse indienne, etc. Je me disais, oh, c'est trop... faut absolument que je la raconte, cette histoire. J'étais très fier, j'en avais les larmes aux yeux, j'avais écrit un mélodrame merveilleux, et personne n'en était spectateur, j'en étais tout à fait déçu. Et voyez, je pensais, et du coup je faisais l'éloge, et ça me plaisait de faire l'éloge d'une actrice qui est pas connue, puisqu'elle a fait très très peu de films, Misty Upham. Et ce visage indien, il aura pris énormément de temps dans l'histoire du cinéma pour accéder à la lumière, pour accéder à l'écran. Je trouve ça assez bouleversant que peu à peu ce soit monté à la lumière. Le fait on n'en a jamais fini de reconnaître le visage d'autrui, quoi, d'apprendre le visage d'autrui. Et c'est vrai que quand j'ai vu après, donc il y a cette actrice qui n'était pas connue, qui avait une mort tragique, avec qui j'avais tourné dans Jimmy P. C'est comme ça que je l'avais rencontrée. Et j'aimais faire son éloge. Je la compare avec une actrice très fameuse, enfin infiniment connue, Marilyn Monroe. Et c'est vrai que l'année dernière, quand il y a une actrice amérindienne, Lily Gladstone, qui a été nominée aux Oscars, je me suis dit, et qui apparaissait également dans Jimmy P. Je me suis dit, voilà, elles se sont fait la courte échelle et enfin, le visage amérindien est regardé. Voilà. Donc c'est quoi regarder quelqu'un en acceptant qu'il soit différent de moi et en me reconnaissant dans sa différence, enfin tout ce genre de paradoxe, quoi. Bon, enfin là ça fait très très scolaire, quoi, ce que je vous dis, donc je suis atterré, je cherche une anecdote à vous raconter. Bonsoir, moi j'ai une question pour les premières images qu'on voit, c'est les femmes qui sont dans une souffrance terrible à la pitié salpêtrière. Et ma question, c'est est-ce que c'est vous qui avez choisi ces images ou est-ce que c'est tout simplement parce que c'est les premières choses qu'on a filmées? Voilà. Est-ce comment ça se passe au niveau historique ou au niveau chronologique? Est-ce que c'est un choix par rapport à une thématique qui traverse toute votre œuvre, enfin, celle-ci, sur les humiliés, les déshérités, etc. Ou bien est-ce que c'est tout simplement parce que c'est des choses qui ont été premièrement filmées dans l'histoire? Les hystériques de Charcot ont été très peu filmées, elles ont été photographiées. C'est vraiment un des objets, comme si la photo avait été faite pour inventer ça. Et de voir
ces femmes qui souffrent et qui sont en même temps magnifiques, qui sont en même temps des personnages, qui s'inventent des personnages. C'était pour moi un objet de fascination. Et c'est vrai que c'est un motif qu'on retrouve après, puisqu'on voit le visage de Freud plus tard dans le film. Et puis parce qu'on voit ces visages d'actrices et de choses comme ça, et de montrer ces femmes en souffrance, et montrer la beauté en même temps de du délire de ces femmes qui sont atteintes d'hystérie et tout ça. Je trouvais ça tellement fascinant, quoi. Il y avait une puissance de fascination photographique qui me captive, quoi. C'était intuitif. Excusez-moi, mais c'était purement intuitif. Et qui du coup nous étonne. Et ma deuxième question, c'est quel est quand c'est très beau, là tout le texte, nous avons fait dérailler des trains, nous avons volé, nous avons appris à ne pas avoir le vertige, etc. Le nous, c'est vous et nous les spectateurs? Ah bah oui, c'est nous avons pu faire tout ça. C'est le fait que le monde soit en spectacle. C'est ça, c'est quand je vous parlais de Baudelaire qui dit le monde il est ennuyeux, mais quand le monde il est projeté, il devient un spectacle. Alors c'est formidable, quoi. C'est tout à fait. Oui, c'est un voyage réussi. Ouais. C'est juste une seconde. Spectateur, c'est nous. Pourquoi il y a un point d'exclamation? Quel sens vous donnez à ce point d'exclamation après spectateur? Je vais me permettre de citer un film que j'avais fait avant qui s'appelait Un conte de Noël. Et j'ai absolument tenu à rajouter en sous-titre Roubaix et il y avait un point d'exclamation. Et c'est parce que je me souvenais, vous voyez, Roubaix étant la ville la plus déshéritée de France, alors il y a d'autres villes qui disent non, c'est nous les plus déshérités, mais comme on est très cocardier, on dit ah bah non, c'est nous. Vous voyez. Quand les gens disent Marseille est violent, on dit non, vous rigolez, on est beaucoup plus violent comme ville que Marseille, quoi. On est très très crâneur avec ça. Je me souviens d'un film d'avant-guerre de Sacha Guitry, où il y a un patron qui était qu'une secrétaire acariâtre, et il lui disait si vous continuez comme ça, vous êtes muté à Roubaix. Et la scène faisait rigoler, quoi. C'est-à-dire c'est éternel. Vous voyez la mauvaise réputation de Roubaix. Et donc de transformer ce stigmate en orgueil, vous voyez, c'est Roubaix, point d'exclamation, parce que le cinéma allait permettre de l'enchanter. Et j'ai l'impression qu'on vit une époque où on nous dit, c'est l'ordre que nous donne la télévision, l'ordre télévisuel, nous dit, vous devez être acteur de vos vies. Être spectateur, c'est pas bien, c'est passif, etc. Il faut être acteur, il faut acter quelque chose et tout ça. Et moi, quand je suis dans un fauteuil de cinéma, j'ai l'impression que je suis très très actif, que je fais plein de trucs. Oui. Et du coup, le point d'exclamation, il était là pour dire spectateur et fier de l'être. Vous voyez, alors, quand c'est une position décriée, c'était pour ça que je m'étais permis de rajouter le point d'exclamation. Il y a un personnage dans le film, somme toute, c'est la pellicule. Et la grand-mère, qui est un personnage magnifique, elle évoque un incident qui peut survenir. Ça se bloque. Alors c'est un événement très rare, parce que les projectionnistes comme Laura font bien leur métier, mais alors il est à la fois très beau et très triste, parce que le film se détruit à ce moment-là. Peut-être faudrait que Laura nous le provoque un jour, parce que moi j'ai vu ça une fois dans ma vie de spectateur. Avez-vous une nostalgie de cette époque du film matériel? Est-ce qu'on n'a pas perdu quand même le lien avec les frères Lumière? Oui, et aucune nostalgie. Le cinéma, il change, c'est comme ça. Le cinéma, si vous voulez, évidemment, comment faire pour regarder le passé sans avoir de nostalgie? C'est ça la difficulté pour moi. J'ai adoré faire le 35, j'adorais être assistant monteur, réparer des bouts de pellicule avec du scotch, etc. J'adorais être opérateur, être assistant, charger la pellicule dans les magasins et tout ça. Et après est arrivé le numérique, et le numérique, il a permis... vous voyez, des cinéastes qui comptent beaucoup pour moi, enfin énormément pour moi. Je sais pas, Tarantino, par exemple, qui filme en 35 ou en 70 mm. Et il y a des cinéastes comme Michael Mann. Vous montriez, je crois, il n'y a pas longtemps, le dernier des Mohicans de Michael Mann. Michael Mann qui a choisi de passer au numérique et il faisait des choses merveilleuses avec le numérique. Je pense aussi que ça permet, le numérique, il a permis aux jeunes générations de fabriquer peut-être des films. Des voix qu'on n'aurait pas entendues peuvent se faire entendre grâce au numérique, parce que ça leur permet de faire des films où c'est peut-être un peu plus simple, où la surface, le capteur est beaucoup plus sensible qu'une pellicule argentique. Donc du coup, ça leur permet de tourner en très basse lumière, et donc de tourner dans des conditions beaucoup plus difficiles, et donc de faire des films qui sont plus inattendus. Donc je pense que ça offre une diversité dont je me réjouis. J'ai adoré le film.
J'adorerais refaire un film en 35 mm si on me donne de l'argent pour le faire, parce que c'est vraiment un outil merveilleux, mais il faut l'argent qui va avec, quoi. Vous voyez, parce qu'il faut tous les projecteurs pour mettre la lumière, etc. Ça prend un peu plus de temps, ça coûte plus de temps en laboratoire. Et j'adore les films en 35 et j'adore les films en numérique. Donc oui, j'ai adoré ça, et j'essaye de ne pas être nostalgique, c'est-à-dire de ne pas me dire c'était mieux avant, quoi. Mais vous savez, c'est un vieux truc, parce que vous voyez, il y a eu le cinéma primitif, les surréalistes adoraient et tout ça, et puis vers la fin, vers Murnau et tout ça, les gens disaient oh là là, ça commence à sentir le pâté, le cinéma, parce que ça devient trop savant. Les films d'avant, Fantomas et tout ça, c'était mieux. Enfin, les premiers Musidora, etc. Le cinéma va bientôt mourir. Puis le cinéma est devenu sonore, et alors tout le monde a dit là, le cinéma c'est terminé, c'est fini, c'est cuit. Puis le cinéma il continuait. Puis après ça, la couleur est arrivée. Il y a plein de gens qui disent l'art cinématographique est mort. La télévision est arrivée aux États-Unis. Il a même fallu inventer le cinémascope. On s'est dit la télévision est arrivée, le cinéma est fini. Les plateformes sont arrivées, on dit c'est fini. Le numérique est arrivé, on a dit c'est fini. Donc du coup, je me dis, le cinéma c'est un mort en assez bonne santé, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, il n'arrête pas de mourir depuis qu'il est né. On dit qu'il va mourir, etc. Moi, j'entendais Godard qui disait le cinéma est fini et tout ça. Le cinéma est mort. Et c'est vrai, le cinéma, il n'arrête pas de mourir, quoi. Et je voudrais partager avec vous une toute petite expérience que j'ai eue sur ce qui a été filmé, je crois, en 70 mm, qui est Licorice Pizza, par Paul Thomas Anderson. Et j'avais vu le film en salle, j'avais vu l'Arlequin en copie 70. J'ai revu le film, le DCP était mieux que la copie 70 mm, si je peux me permettre, pur avis de technicien. Et le film est passé sur la 5 il y a 2 semaines. Alors moi, je pensais que Licorice Pizza, c'est un film comme ça. Je trouvais que c'était un très très bon film, fait par un des meilleurs cinéastes américains, Paul Thomas Anderson. Je revois le film à la télé, et je me dis, ah non, c'est pas comme ça, c'est dingue bien, c'est incroyablement bien. Alors, le cinéma, il n'arrête pas de décliner, mais il y a quand même des très très bonnes surprises, comme Licorice Pizza, qui vous font dire que le cinéma est quand même infini, quoi. Donc oui, c'est un malade en bonne santé, pour moi. Moi, j'étais extrêmement sensible à la manière dont vous avez filmé, à la beauté avec laquelle vous avez filmé toutes les parties de Paul Dédalus, quoi. D'ailleurs, on est en cinémascope, vous avez parlé du cinémascope, et je trouve qu'il y a un travail, je ne sais pas ce qu'en pensent les spectateurs, sur des jeux aussi, évidemment, vous jouez beaucoup avec cette lumière qui est là, hein, qui nous surplombe, mais qui nous éclaire aussi. Et voilà, je voulais juste dire ça. Je trouve que le travail que vous avez fait avec votre directeur de la photographie est magnifique. On tournait en anamorphique avec un très jeune opérateur, tout à fait calé en numérique. Et il faisait une chose merveilleuse, un vieux truc de cinéma, c'est qu'il démontait les objectifs, il mettait une espèce de colle au cul des objectifs, et il crachait une poudre d'argent dessus. Pour attraper, vous voyez, cette espèce de poussière qu'on voit quand on se retourne vers le projecteur, la poussière comme ça qu'on voit l'été quand les volets sont fermés et qu'il fait soleil dehors. Et du coup, ça a attrapé la sensualité qui m'importait beaucoup, quoi. Pour continuer sur l'évolution du cinéma, hein, du noir et blanc, du muet jusqu'au numérique, est-ce que vous avez peur de l'arrivée de l'intelligence artificielle ou pas ? Est-ce que ça risque, encore une fois, de ne pas tuer le cinéma ? Voilà. Ma réponse va être claire. Ma réponse, ça va être un exemple. Voilà, ça va être un exemple. Et je vais me gourer dans le titre, mais vous allez m'aider. J'ai lu dans les journaux des trucs sur l'intelligence artificielle, etc. Je ne suis pas assez calé, c'est pas ma génération, j'y comprends rien. Mais j'étais au cinéma quand j'étais en vacances dans une salle de province et j'étais voir, je crois que ça s'appelle le dernier Alien qui était produit par Ridley Scott qui s'appelle Prometheus. J'ai bon ou j'ai pas bon ? Je crois que c'est Prometheus. Romulus, voilà. J'étais voir Romulus. Et j'ai trouvé, le film avait une très bonne critique par Mathieu Macheret. Et donc je voyais, la fille était épatante. Le début, il y a des tas d'idées, tout ça, je trouvais ça très bien. Et le robot était naze. Voilà. Mais le film était bien. Puis je me dis, ouais, c'est pas mal, mais le robot est quand même naze, quoi. Et je regarde ce film comme ça. Et à un moment, j'étais avec une amie. Et à un moment, ils vont.
et ils vont chercher un vieux robot. Et ils se penchent, et ils sortent, et vous voyez filmé en champ contre champ, c'est-à-dire filmé de dos avant d'avoir le plan de face. Donc on est dans le contre-champ, le plan qui est de dos. Et sortent, et moi, j'ai à côté de mon ami, je fais « Oh non, pas ça, pas ça ». Je me prends la tête. Et en fait, c'était ça. Arrive le contre-champ, et c'était Ian Holm, qui est le premier robot du premier Alien, qui est mort depuis, qui était un ami avec qui j'ai fait un film qui s'appelait Esther Kahn. Et j'ai imaginé le cynisme des producteurs qui avaient été voir La Veuve. Je connais l'appartement d'Ian Holm, sa famille, etc., que de lui voir, ben voilà, on vous donne autant d'argent et on a le droit d'utiliser l'image de votre mari mort. Et on va le faire parler grâce à l'intelligence artificielle. Et là, c'était Schum, oui. Il y avait Ian Holm qui faisait comme ça. Walt Disney, c'est 200 fois plus puissant, quoi. C'est-à-dire, c'était raté, quoi. Techniquement, c'était raté. Alors, tout le monde me dit, l'intelligence artificielle, c'est merveilleux. Je regarde, je sais pas moi, Fantastic Mr. Fox, par exemple, qui est tout fait en vrai, de Wes Anderson, c'est super bien. Et en fait, l'intelligence artificielle, il suffit de voir Romulus, ça marche pas, quoi, pour l'instant. Il y a des trucs qu'on peut faire. Ici, bien sûr, on peut remplacer des figurants, des choses comme ça, c'est très pratique. Mais quand vous essayez de remplacer le robot, si vous n'avez pas d'imagination poétique, bah c'est nul. Voilà. Du coup, je suis pas du tout... Non, ça ne m'impressionne pas tellement. Voilà. Oh, écoutez, je vais terminer avec un truc politique. Cette histoire d'intelligence artificielle, c'est pas tout à fait ce qu'on écrit dans le journal. C'est-à-dire que la chose qui se passe, c'est que tout le problème, pourquoi on a inventé l'intelligence artificielle, c'est que tout est privatisé, si vous voulez. C'est qu'avant, par exemple, si vous voyez les films de Godard, il y avait des cartes postales de Matisse, de Picasso sur les murs, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. Je pense à un film qui m'est cher, Jules et Jim. Le film est rythmé avec les différentes périodes de Picasso, parce qu'il n'avait pas l'argent pour pouvoir faire le vieillissement des acteurs, etc. Donc on voyait ça dans tous les films. Quand on voyait les films d'Agnès Varda, elle filmait les gens sur les ponts de Paris et tout ça. Tout ça, vous n'avez plus le droit de le faire aujourd'hui. Si vous filmez les gens dans les rues de Paris, vous avez un procès parce que c'est la respecter, etc., la privauté, etc. Si vous mettez une carte postale, même si c'est dans le domaine, vous mettez un Bonnard, vous devez payer des droits à la personne qui a pris la photo de Bonnard en 1967 dans un musée. Donc vous n'avez plus le droit de mettre ça. Dans les films américains, si vous filmez un pont, vous n'avez plus le droit de filmer un pont parce que vous devez payer des droits à l'architecte qui a fait le pont. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, c'est le dernier Jarmusch, par exemple, ils sont en train de changer tous les ponts et les bâtiments parce qu'il y a des droits. Donc, ils utilisent l'intelligence artificielle pour les modifier. Et du coup, moi, je pense aux jeunes réalisatrices et réalisateurs aujourd'hui qui ont, je sais pas, moi, 20 ans, 18 ans, 22 ans et qui font des films. Et avant, quand vous alliez voir des films, un film de Varda ou un film de Godard, ce qui vous était dit, c'est le monde, il vous appartient. Et maintenant, quand vous allez voir un film, on utilise l'intelligence artificielle pour tout maquiller la réalité parce qu'elle est déjà privatisée. Si on vous dit, en fait, le monde, c'est pas vous, vous êtes locataire, il faut payer des droits pour rentrer. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça, cette histoire d'intelligence artificielle. Et moi, j'ai cette utopie que le monde, c'est à nous. Voilà. C'est tout. Peut-être on finit là-dessus. Alors, merci beaucoup, Arnaud Desplechin. Merci à vous.